À l'ouest de l'Amérique du Nord, il y a 65 millions d'années. Tout un monde va disparaître. Un astéroïde de 10 km de diamètre entre en collision avec la Terre. Des nuages de poussière masquent la lumière du Soleil. Des milliers d'espèces périssent. Les dinosaures ne s'en relèveront pas. Et les mammifères héritent de la Terre. C'est une théorie passionnante. Mais les scientifiques ne sont toujours pas d'accord sur la cause de la disparition des dinosaures. Les dinosaures ont peuplé tous les continents. Certains des plus connus, comme le Triceratops et le Tyrannosaurus rex, ont fait partie de l'arrière-garde à l'époque du Crétacé. À la fin du Crétacé, il y a 65 millions d'années, les dinosaures disparurent. Depuis plus de 10 ans, Kirk Johnson et son équipe du Musée d'histoire naturelle de Denver fouillent les étendues désertiques du Dakota du Nord. Ils cherchent des indices sur l'un des plus grands mystères de la science. L'étude de l'extinction des dinosaures est très compliquée. On a ces énormes animaux qui vivaient sur la Terre il y a 150 millions d'années, puis ils ont disparu il y a 65 millions d'années. C'est très difficile de trouver le coupable d'un crime vieux de 65 millions d'années. Couvrant des centaines de kilomètres carrés le long de la rivière de Little Missouri, cette région du Dakota est l'un des endroits sur Terre où on a le plus de chances de percer le mystère. On y trouve des fossiles bien préservés qui datent de l'époque cruciale où les dinosaures ont disparu. Oui, c'est là. Voilà l'horizon qui marque l'extinction des dinosaures. En dessous de ce niveau et là-bas, on trouve de nombreux fossiles. Au-dessus de ce niveau, dans ces rochers, il n'y en a absolument aucun. Je me tiens sur le niveau qui marque l'extinction des dinosaures. Que s'est-il passé entre le Crétacé et le Tertiaire qui aurait pu provoquer la disparition des dinosaures? L'un des indices les plus intéressants est là, à nos pieds, dans une couche d'argile. En 1978, l'analyse d'un échantillon provenant de Gubbio, en Italie, révéla qu'il était riche en iridium. Plutôt rare dans l'écorce terrestre, l'iridium est courant dans les météorites. Et l'échantillon italien contenait 30 fois la concentration normale d'iridium, une quantité qui ne pouvait provenir que de l'espace. L'argile encercle le monde, de la Nouvelle-Zélande au Dakota du Nord. Cette argile contient de grosses quantités d'iridium et il ne semble y avoir qu'une explication. Un astéroïde géant s'est écrasé sur la Terre. Les rochers se sont pulvérisés en un nuage de poussière fortement chargé en iridium qui s'est répandu autour du monde. Pour qu'un astéroïde puisse produire une telle quantité d'iridium, il devait mesurer 10 km de diamètre et peser 1 milliard de tonnes. Cette théorie du Big Bang était très controversée, mais il a paru de plus en plus évident qu'un astéroïde géant s'était écrasé dans la région des Caraïbes il y a 65 millions d'années. On a trouvé les traces d'un cratère de 200 km de diamètre dans le nord du Yucatan. Pour laisser un cratère de cette dimension, l'impact a dû être 10 000 fois plus puissant que si toutes les armes nucléaires du monde explosaient en même temps.
Que s'est-il passé après l'explosion? Personne ne le sait véritablement. Une des théories est qu'elle déclencha un gigantesque incendie qui se propagea dans le monde entier. Un chercheur a trouvé de grandes quantités de carbone dans la couche d'iridium, à la fois au Danemark et en Nouvelle-Zélande. C'est peut-être le signe d'un vaste holocauste. Certains scientifiques pensent que l'explosion a provoqué un raz-de-marée de plus de 500 mètres de haut. D'autres prétendent que la poussière engendrée par le choc a provoqué des torrents de pluie acide qui ont tué de nombreuses espèces de plantes et d'animaux. D'autres encore pensent que quand l'astéroïde a explosé, des milliards de tonnes de rochers ont été pulvérisés, libérant de vastes quantités d'anhydride carbonique dans l'atmosphère. Tout ce CO2 aurait emprisonné la chaleur de la Terre, transformant la planète en une serre géante. La température s'est élevée partout, à moins que le choc n'ait provoqué un hiver nucléaire. Dans ce scénario, des nuages de poussière et de fumée ont fait écran à la lumière du soleil, plongeant la Terre dans une obscurité glacée. Les plantes ont cessé de produire de l'oxygène et la vie a disparu lentement. Cette région est aujourd'hui très aride. Mais il y a 65 millions d'années, avant la chute de l'astéroïde, elle était recouverte d'une superbe forêt. Essayez de l'imaginer à la fin du Crétacé, avec des dinosaures qui paissent, d'autres qui déambulent à travers la forêt luxuriante. Quelques heures, quelques jours, quelques mois, tout au plus, après l'explosion, il ne restait plus rien. Comme les scientifiques ne sont pas d'accord sur l'impact de l'astéroïde, ils cherchent des indices dans les fossiles. Ces terres désolées du Montana et du Dakota du Nord attirent les chasseurs de fossiles qui veulent éclaircir le mystère de la disparition des dinosaures. Kirk Johnson cherche aussi des fossiles, mais pas de dinosaures. Les dinosaures sont passionnants, c'est certain, mais on n'en trouve pas beaucoup et ils donnent beaucoup de travail. Les fossiles de feuilles racontent des histoires différentes. Elles renseignent sur leur environnement. Regardez le monde d'aujourd'hui, c'est une planète verte. Des plantes poussent sur toute la surface de la Terre. Les plantes réagissent à leur environnement et on apprend beaucoup de choses quand on les observe plus tard. Il est évident que comme il y a beaucoup de feuilles dans la nature, il y a aussi beaucoup de fossiles. On a fait le calcul en se basant sur une forêt moderne. Un hectare produit 22 millions de feuilles par an. Observer les feuilles, c'est comme ouvrir une fenêtre sur le Crétacé. On en apprend bien plus qu'en observant seulement des animaux. Il arrive que les restes de plusieurs plantes soient préservés sur une seule roche. Des feuilles de nénuphar et d'une espèce de magnolia peuvent apparaître côte à côte. Depuis 10 ans, Johnson a rassemblé plus de 30 000 fossiles de plantes. Elles nous donnent des tas de détails sur leur environnement, à l'époque où le T-Rex et le Triceratops se baladaient dans le Dakota du Nord. Si on regarde cette feuille, par exemple, les bords sont lisses et la pointe allongée. C'est le genre de feuilles qu'on trouve aujourd'hui dans les forêts vierges qui reçoivent beaucoup de pluie et ne souffrent pas du froid l'hiver. C'est-à-dire un endroit bien différent de celui où nous nous trouvons et qui est devenu un désert. Mais il y a 66 millions d'années, c'était sans doute une forêt tropicale.
Donc les fossiles de feuilles nous renseignent sur le climat dans lequel elles poussaient. C'est ainsi qu'on peut dire que cette région était humide et jouissait d'un climat tempéré. On a trouvé des fossiles de palmiers ici, des palmiers près de la frontière du Canada. Cela signifie que le climat de cette région était plus chaud et plus humide qu'il ne l'est aujourd'hui. Le microscope de Johnson a révélé de nouveaux indices, comme du pollen. Cela lui a permis d'identifier plus de 100 espèces de plantes du Crétacé. Mais à la fin de cette époque, un incident s'est produit. Si l'on en croit Johnson, pratiquement 80% des plantes ont disparu. Je suis tout à fait convaincu qu'il y a eu une catastrophe biologique majeure à la fin du Crétacé. Et le moment de cette catastrophe coïncide avec l'impact d'un astéroïde. Alors je crois que c'est lui le coupable. La théorie de l'astéroïde laisse cependant de nombreux paléontologues incrédules. C'est le cas du chasseur de fossiles Bob Baker. Il y a une théorie très populaire auprès des journalistes et des géophysiciens, c'est qu'un astéroïde, le point géant de Dieu, a heurté la Terre à la fin du Crétacé. Résultat, un immense nuage de poussière a caché le soleil et provoqué des pluies acides qui ont tué tous les dinosaures. C'est stupide. Une météorite a pu heurter la Terre à l'époque où les dinosaures disparaissaient. Mais les dinosaures étaient déjà en voie d'extinction. C'est un mouvement qui était né il y a déjà 6 millions d'années. Et si la chute d'une météorite avait été suffisante pour tuer les dinosaures, elle aurait exterminé du même coup les crapauds, les tortues et les grenouilles. Rien n'est plus délicat qu'une tortue tropicale. Elle ne supporte aucun changement de température. Donc, si une météorite heurte la Terre, soulève un immense nuage de poussière, provoque des pluies acides et un refroidissement, qui va mourir d'abord ? Un dinosaure de 10 tonnes ou une tortue de 1 kilo? Ce sera évidemment la tortue. Et pourtant, elles ne sont pas mortes. Les tortues ne se sont pas éteintes à la fin du Crétacé. Alors, la question n'est pas pourquoi les dinosaures sont-ils morts, mais pourquoi les tortues ont-elles survécu? Baker prend du recul. Il s'intéresse aux 150 millions d'années de présence sur Terre des dinosaures. De nombreuses espèces ont disparu bien avant la chute de l'astéroïde. Des espèces sont nées et se sont éteintes pendant toute cette longue période et pas seulement à la fin. On retrouve toujours la même méthode. Ce qu'on recherche, c'est un meurtrier darwinien qui s'attaque à la Terre et à l'océan tous les 15 ou 20 millions d'années. Il frappe toujours de la même manière et des victimes bien déterminées. Dans l'écosystème, ce sont toujours les mêmes animaux qui sont ses victimes et les mêmes qu'on laisse en paix. C'est à la fois effrayant et bizarre. D'après Baker, les problèmes ont commencé au début du Crétacé. Le supercontinent de Pangée a continué à se diviser en plusieurs masses terrestres. L'Amérique du Sud, l'Afrique et l'Inde sont devenus isolés, mais l'Amérique du Nord est restée unie avec l'Eurasie. Des mers peu profondes se sont retirées, permettant aux animaux de se déplacer. Un dinosaure pouvait aller du Wyoming en Mongolie à travers l'Alaska, et vice-versa. Il suffisait à un dinosaure chinois de traverser le détroit de Bering et le Canada pour arriver dans le Wyoming. Chaque dinosaure qui partait ailleurs transportait 20 à 30 maladies. À la fin du Jurassique, des bandes de terre reliaient encore les différentes masses. Des dizaines de dinosaures changeaient de lieu en transportant des centaines de maladies. Il n'y avait aucun moyen d'arrêter l'hécatombe mondiale des animaux qui se déplaçaient.
Mais il n'existe aucune preuve à l'appui de cette théorie. Stephen Gould, biologiste à l'université de Harvard, soutient celle de l'astéroïde. Il suggère une explication simple au fait que les grands animaux sont plus vulnérables que les petits en cas de catastrophe. Pourquoi est-ce que les dinosaures sont morts? Eh bien, nous n'en savons rien. Mais si vous voulez une hypothèse, je pense que leur énorme taille n'a pas été favorable à leur survie en période de catastrophe. Si vous êtes très grand, vous ne pouvez pas être très nombreux. Et le meilleur moyen de pouvoir survivre, c'est d'être très nombreux. Il y a davantage de chances que quelques-uns en réchappent. Un autre problème, si vous êtes très grand, c'est qu'il y a peu d'endroits où vous pouvez vous cacher. Tandis que les mammifères, qui étaient des créatures minuscules, devaient être très nombreux et savoir comment se mettre à l'abri dans les deux sens du terme. Il est possible que les dinosaures aient été victimes de leur grande taille. Mais une nouvelle étude des fossiles révèle des complices du crime. Quand les dinosaures se sont éteints, d'autres animaux ont survécu. Une étude approfondie des fossiles par David Archibald de l'Université de San Diego permet d'établir des schémas intéressants sur les animaux qui ont survécu et ceux qui ont disparu. Quand on étudie le processus de l'extinction, on nage en plein mystère. On trouve 5 groupes qui ont été durement touchés et les autres à peine. Les requins ont été affectés, les lézards, les 2 groupes de dinosaures et les marsupiaux. Et c'est là le nœud du problème. Pourquoi les requins et les dinosaures ont-ils tellement souffert et pas les mammifères placentaires dont nous faisons partie? Les dinosaures sont morts, mais les tortues, les grenouilles et les crocodiles ont survécu. Une période de froid succédant à la chute de l'astéroïde est-elle la cause de l'extinction des dinosaures? Les paléontologues ont toujours été persuadés que les dinosaures ne pouvaient survivre que dans des climats tropicaux. Mais Bill Clements, de l'Université de Californie, a trouvé des os de dinosaures dans le nord de l'Alaska, où les étés doux du Crétacé devaient pourtant être suivis d'hivers sombres et froids. Voici les os qu'on a découverts sur la pente nord de l'Alaska. Ce sont les restes de dinosaures. Pour la première fois, ils nous ont apporté la preuve que les dinosaures pouvaient vivre à de hautes altitudes. De nos jours, la région côtière au sud de l'Alaska est fraîche et humide. À la fin du Crétacé, les longues journées d'été aidaient une végétation luxuriante à pousser. Et ce type de paysage s'étendait vraisemblablement jusqu'à la pente nord. De petits dinosaures végétariens s'y trouvaient parfaitement bien. L'agile Isilophodon, par exemple, dont le museau corné pouvait s'attaquer aux branches et qui avait des pattes de gazelle. Bill Clements a trouvé beaucoup de leurs os tout au nord de l'Alaska. Des os comme cela nous montrent que des dinosaures vivaient dans cet environnement sombre et froid il y a 65 millions d'années. Si on étudie ces spécimens, on s'aperçoit qu'il y a là toutes les tailles, des bébés dinosaures et de vieux adultes. La découverte la plus étonnante était la grande quantité d'os de jeunes animaux. La vieille théorie voulait que les dinosaures aillent passer l'été en Alaska pour paître et reviennent dans le sud au moment de l'hiver. Mais comme le souligne Clements, des animaux aussi jeunes n'auraient jamais survécu à ce périple de 1500 km. Alors vivaient-ils toute l'année en Alaska? Récemment, on a découvert plusieurs autres espèces de dinosaures en Australie. Il y a 125 millions d'années, l'hiver australien était glacial. Les dinosaures se seraient-ils adaptés au froid? Dans ce cas, ils auraient pu survivre après la chute de l'astéroïde, et ce sont les fragiles tortues qui auraient dû disparaître.
Mais c'est le contraire qui s'est produit. Les dinosaures ont disparu, tandis que les tortues et les crocodiles ont survécu. Cela signifie que le mystère de l'extinction ne serait lié ni au froid, ni à l'obscurité. Clemens croit qu'un refroidissement progressif étalé sur des millions d'années a fait naître lentement une espèce de pression subtile qui a poussé les dinosaures vers l'extinction. Il établit une analogie avec le monde végétal d'aujourd'hui. Dans les déserts américains du sud-ouest, les cactus tolèrent de grands écarts de température entre le jour et la nuit. Mais dans les montagnes de l'Arizona, il y a une altitude au-dessus de laquelle ils cessent de pousser. Clemens prétend que c'était pareil pour les dinosaures. Ils pouvaient s'adapter à certains changements de température, mais il y avait des limites. La théorie de l'astéroïde fait périr les dinosaures dans le froid et l'obscurité en quelques jours ou quelques semaines. Mais l'étude des fossiles d'eau et de plantes fait apparaître cette explication comme beaucoup trop simpliste. La théorie de la météorite est extrêmement populaire parce qu'elle est parfaite pour les couvertures de magazines. Time Magazine nous a montré cette merveilleuse peinture de Tyrannosaurus Rex, paniqué à l'instant où cette grosse boule de feu se dirige vers lui. C'est du grand art, c'est du beau cinéma, mais c'est nul au point de vue scientifique. On laisse de côté le profil de la victime. Il ne faut pas oublier qu'on cherche un assassin récidiviste, quelqu'un qui tue au cœur de l'écosystème en utilisant toujours la même méthode et en ignorant les grenouilles et les tortues. La théorie de la météorite laisse de côté ce fait capital. Difficile de dire ce qui est le plus sensationnel, un assassin récidiviste ou un astéroïde géant. Mais il y a un fait que personne ne peut nier, les dinosaures sont tous morts. La théorie de l'astéroïde a été soutenue par de nombreux scientifiques. 14 ans ont passé depuis la découverte d'Iridium en Italie et une incroyable quantité de renseignements a pu être rassemblée. Il concerne à la fois les impacts d'astéroïdes et la vie des plantes et des animaux à la fin du Crétacé et au début du Tertiaire. Avec tout le tapage fait autour de la comète qui a percuté Jupiter, on commence à réaliser que des impacts d'astéroïdes ou de comètes ne sont pas des choses impossibles ni rares dans notre système solaire. Et rien ne permet de nier que des impacts de planètes ou d'astéroïdes aient pu influencer l'évolution de la vie sur la Terre. On ne saura peut-être jamais si les dinosaures sont morts victimes d'épidémies diverses ou si la découverte d'Iridium indique bien que c'est un changement de climat qui les a tués. Mais une chose est certaine, sans cette extinction, la vie sur la Terre aurait pris une tournure bien différente, comme nous le dit Stephen Gould. Il semble très probable que si nous sommes ici aujourd'hui, c'est qu'une espèce de loterie en a décidé ainsi. Les dinosaures, qui avaient dominé si longtemps les mammifères, ont tous été victimes d'un fléau contre lequel, de toute évidence, ils n'avaient aucun moyen de se protéger. Le hasard a donc joué un grand rôle dans l'histoire de la vie. On peut dire que si nous sommes là, c'est grâce à l'extinction des dinosaures. Quel cas difficile à résoudre pour un détective. Il y a plusieurs coupables possibles. Un lent changement de climat, une vague d'épidémie, un astéroïde. Et les indices susceptibles de l'éclairer ont 65 millions d'années. Le mystère de l'extinction des dinosaures ne sera peut-être jamais éclairci.
Que s'est-il passé après l'explosion? Personne ne le sait véritablement. Une des théories est qu'elle déclencha un gigantesque incendie qui se propagea dans le monde entier. Un chercheur a trouvé de grandes quantités de carbone dans la couche d'iridium, à la fois au Danemark et en Nouvelle-Zélande. C'est peut-être le signe d'un vaste holocauste. Certains scientifiques pensent que l'explosion a provoqué un raz-de-marée de plus de 500 mètres de haut. D'autres prétendent que la poussière engendrée par le choc a provoqué des torrents de pluie acide qui ont tué de nombreuses espèces de plantes et d'animaux. D'autres encore pensent que quand l'astéroïde a explosé, des milliards de tonnes de rochers ont été pulvérisés, libérant de vastes quantités d'anhydride carbonique dans l'atmosphère. Tout ce CO2 aurait emprisonné la chaleur de la Terre, transformant la planète en une serre géante. La température s'est élevée partout, à moins que le choc n'ait provoqué un hiver nucléaire. Dans ce scénario, des nuages de poussière et de fumée ont fait écran à la lumière du soleil, plongeant la Terre dans une obscurité glacée. Les plantes ont cessé de produire de l'oxygène et la vie a disparu lentement. Cette région est aujourd'hui très aride. Mais il y a 65 millions d'années, avant la chute de l'astéroïde, elle était recouverte d'une superbe forêt. Essayez de l'imaginer à la fin du Crétacé, avec des dinosaures qui paissent, d'autres qui déambulent à travers la forêt luxuriante. Quelques heures, quelques jours, quelques mois, tout au plus, après l'explosion, il ne restait plus rien. Comme les scientifiques ne sont pas d'accord sur l'impact de l'astéroïde, ils cherchent des indices dans les fossiles. Ces terres désolées du Montana et du Dakota du Nord attirent les chasseurs de fossiles qui veulent éclaircir le mystère de la disparition des dinosaures. Kirk Johnson cherche aussi des fossiles, mais pas de dinosaures. Les dinosaures sont passionnants, c'est certain, mais on n'en trouve pas beaucoup. Qui s'attaquent à la Terre et à l'océan tous les 15 ou 20 millions d'années. Ils frappent toujours de la même manière et des victimes bien déterminées. Dans l'écosystème, ce sont toujours les mêmes animaux qui sont ces victimes et les mêmes qu'on laisse en paix. C'est à la fois effrayant et bizarre. D'après Baker, les problèmes ont commencé au début du Crétacé. Le supercontinent de Pangée a continué à se diviser en plusieurs masses terrestres. L'Amérique du Sud, l'Afrique et l'Inde sont devenus isolés, mais l'Amérique du Nord est restée unie avec l'Eurasie. Des mers peu profondes se sont retirées, permettant aux animaux de se déplacer. Un dinosaure pouvait aller du Wyoming en Mongolie à travers l'Alaska et vice-versa. Il suffisait à un dinosaure chinois de traverser le détroit de Bering et le Canada pour arriver dans le Wyoming. Chaque dinosaure qui partait ailleurs transportait 20 à 30 maladies. À la fin du Jurassique, des bandes de terre reliaient encore les différentes masses. Des dizaines de dinosaures changeaient de lieu en transportant des centaines de maladies. Il n'y avait aucun moyen d'arrêter l'hécatombe mondiale des animaux qui se déplaçaient. Mais il n'existe aucune preuve à l'appui de cette théorie. Stephen Gould, biologiste à l'université de Harvard, soutient celle de l'astéroïde. Il suggère une explication simple au fait que les grands animaux sont plus vulnérables que les petits en cas de catastrophe. Pourquoi est-ce que les dinosaures sont morts? Eh bien, nous n'en savons rien. Mais si vous voulez une hypothèse, je pense que leur énorme taille n'a pas été favorable à leur survie en période de catastrophe. Si vous êtes très grand, vous ne pouvez pas être très nombreux.
Et le meilleur moyen de pouvoir survivre, c'est d'être très nombreux. Il y a davantage de chances que quelques-uns en réchappent. Un autre problème, si vous êtes très grand, c'est qu'il y a peu d'endroits où vous pouvez vous cacher. Tandis que les mammifères, qui étaient des créatures minuscules, devaient être très nombreux et savoir comment se mettre à l'abri dans les deux sens du terme. Il est possible que les dinosaures aient été victimes de leur grande taille. Mais une nouvelle étude des fossiles révèle des complices du crime. Quand les dinosaures se sont éteints, d'autres animaux ont survécu. Sud au moment de l'hiver. Mais comme le souligne Clemens, des animaux aussi jeunes n'auraient jamais survécu à ce périple de 1500 km. Alors vivaient-ils toute l'année en Alaska? Récemment, on a découvert plusieurs autres espèces de dinosaures en Australie. Il y a 125 millions d'années, l'hiver australien était glacial. Les dinosaures se seraient-ils adaptés au froid? Dans ce cas, ils auraient pu survivre après la chute de l'astéroïde, et ce sont les fragiles tortues qui auraient dû disparaître. Mais c'est le contraire qui s'est produit. Les dinosaures ont disparu, tandis que les tortues et les crocodiles ont survécu. Cela signifie que le mystère de l'extinction ne serait lié ni au froid, ni à l'obscurité. Clemens croit qu'un refroidissement progressif étalé sur des millions d'années a fait naître lentement une espèce de pression subtile qui a poussé les dinosaures vers l'extinction. Il établit une analogie avec le monde végétal d'aujourd'hui. Dans les déserts américains du sud-ouest, les cactus tolèrent de grands écarts de température entre le jour et la nuit. Mais dans les montagnes de l'Arizona, il y a une altitude au-dessus de laquelle ils cessent de pousser. Clemens prétend que c'était pareil pour les dinosaures. Ils pouvaient s'adapter à certains changements de température, mais il y avait des limites. La théorie de l'astéroïde fait périr les dinosaures dans le froid et l'obscurité en quelques jours ou quelques semaines. Mais l'étude des fossiles d'eau et de plantes fait apparaître cette explication comme beaucoup trop simpliste. La théorie de la météorite est extrêmement populaire parce qu'elle est parfaite pour les couvertures de magazines. Time Magazine nous a montré cette merveilleuse peinture de Tyrannosaurus Rex, paniqué à l'instant où cette grosse boule de feu se dirige vers lui. C'est du grand art, c'est du beau cinéma, mais c'est nul au point de vue scientifique. On laisse de côté le profil de la victime. Il ne faut pas oublier qu'on cherche un assassin récidiviste, quelqu'un qui tue au cœur de l'écosystème en utilisant toujours la même méthode et en ignorant les grenouilles et les tortues. La théorie de la météorite laisse de côté ce fait capital. Difficile de dire ce qui est le plus sensationnel, un assassin récidiviste ou un astéroïde géant. Mais il y a un fait que personne ne peut nier, les dinosaures sont tous morts. La théorie de l'astéroïde a été soutenue par de nombreux scientifiques. 14 ans ont passé depuis la découverte d'Iridium en Italie, et une incroyable quantité de renseignements a pu être rassemblée. Il concerne à la fois Les rochers se sont pulvérisés en un nuage de poussière fortement chargé en iridium qui s'est répandu autour du monde. Pour qu'un astéroïde puisse produire une telle quantité d'iridium, il devait mesurer 10 km de diamètre et peser 1 milliard de tonnes. Cette théorie du Big Bang était très controversée, mais il a paru de plus en plus évident qu'un astéroïde géant s'était écrasé dans la région des Caraïbes il y a 65 millions d'années. On a trouvé les traces d'un cratère de 200 km de diamètre dans le nord du Yucatan. Pour laisser un cratère de cette dimension, l'impact a dû être 10 000 fois plus puissant que si toutes les armes nucléaires du monde explosaient en même temps. Que s'est-il passé après l'explosion? Personne ne le sait véritablement.
Une des théories est qu'elle déclencha un gigantesque incendie qui se propagea dans le monde entier. Un chercheur a trouvé de grandes quantités de carbone dans la couche d'iridium, à la fois au Danemark et en Nouvelle-Zélande. C'est peut-être le signe d'un vaste holocauste. Certains scientifiques pensent que l'explosion a provoqué un raz-de-marée de plus de 500 mètres de haut. D'autres prétendent que la poussière engendrée par le choc a provoqué des torrents de pluie acide qui ont tué de nombreuses espèces de plantes et d'animaux. D'autres encore pensent que quand l'astéroïde a explosé, des milliards de tonnes de rochers ont été pulvérisés, libérant de vastes quantités d'anhydride carbonique dans l'atmosphère. Tout ce CO2 aurait emprisonné la chaleur de la Terre, transformant la planète en une serre géante. La température s'est élevée partout, à moins que le choc n'ait provoqué un hiver nucléaire. Dans ce scénario, des nuages de poussière et de fumée ont fait écran à la lumière du soleil, plongeant la Terre dans une obscurité glacée. Les plantes ont cessé de produire de l'oxygène et la vie a disparu lentement. Cette région est aujourd'hui très aride. Mais il y a 65 millions d'années, avant la chute de l'astéroïde, elle était recouverte d'une superbe forêt. Essayez de l'imaginer à la fin du Crétacé, avec des dinosaures qui paissent, d'autres qui déambulent à travers la forêt luxuriante. Quelques heures, quelques jours, quelques mois, tout au plus, après l'explosion, il ne restait plus rien. Comme les scientifiques ne sont pas d'accord sur l'impact de l'astéroïde, ils cherchent des indices. À la fin du Crétacé, il y a 65 millions d'années, les dinosaures disparurent. Depuis plus de 10 ans, Kirk Johnson et son équipe du Musée d'histoire naturelle de Denver fouillent les étendues désertiques du Dakota du Nord. Ils cherchent des indices sur l'un des plus grands mystères de la science. L'étude de l'extinction des dinosaures est très compliquée. On a ces énormes animaux qui vivaient sur la Terre il y a 150 millions d'années, puis ils ont disparu il y a 65 millions d'années. C'est très difficile de trouver le coupable d'un crime vieux de 65 millions d'années. Couvrant des centaines de kilomètres carrés le long de la rivière de Little Missouri, cette région du Dakota est l'un des endroits sur Terre où on a le plus de chances de percer le mystère. On y trouve des fossiles bien préservés qui datent de l'époque cruciale où les dinosaures ont disparu. Oui, c'est là. Voilà l'horizon qui marque l'extinction des dinosaures. En dessous de ce niveau et là-bas, on trouve de nombreux fossiles. Au-dessus de ce niveau, dans ces rochers, il n'y en a absolument aucun. Je me tiens sur le niveau qui marque l'extinction des dinosaures. Que s'est-il passé entre le Crétacé et le Tertiaire qui aurait pu provoquer la disparition des dinosaures? L'un des indices les plus intéressants est là, à nos pieds, dans une couche d'argile. En 1978, l'analyse d'un échantillon provenant de Gubbio, en Italie, révéla qu'il était riche en iridium. Plutôt rare dans l'écorce terrestre, l'iridium est courant dans les météorites. Et l'échantillon italien contenait 30 fois la concentration normale d'iridium, une quantité qui ne pouvait provenir que de l'espace. L'argile encercle le monde, de la Nouvelle-Zélande au Dakota du Nord. Cette argile contient de grosses quantités d'iridium et il ne semble y avoir qu'une explication. Un astéroïde géant s'est écrasé sur la Terre. Les rochers se sont pulvérisés en un nuage de poussière fortement chargé en iridium qui s'est répandu autour du monde.
Pour qu'un astéroïde puisse produire une telle quantité d'iridium, il devait mesurer 10 km de diamètre et peser 1 milliard de tonnes. Taille sur leur environnement, à l'époque où le T-Rex et le Triceratops se baladaient dans le Dakota du Nord. Si on regarde cette feuille, par exemple, les bords sont lisses et la pointe allongée. C'est le genre de feuilles qu'on trouve aujourd'hui dans les forêts vierges qui reçoivent beaucoup de pluie et ne souffrent pas du froid l'hiver. C'est-à-dire un endroit bien différent de celui où nous nous trouvons et qui est devenu un désert. Mais il y a 66 millions d'années, c'était sans doute une forêt tropicale. Donc les fossiles de feuilles nous renseignent sur le climat dans lequel elles poussaient. C'est ainsi qu'on peut dire que cette région était humide et jouissait d'un climat tempéré. On a trouvé des fossiles de palmiers ici, des palmiers près de la frontière du Canada. Cela signifie que le climat de cette région était plus chaud et plus humide qu'il ne l'est aujourd'hui. Le microscope de Johnson a révélé de nouveaux indices, comme du pollen. Cela lui a permis d'identifier plus de 100 espèces de plantes du Crétacé. Mais à la fin de cette époque, un incident s'est produit. Si l'on en croit Johnson, pratiquement 80% des plantes ont disparu. Je suis tout à fait convaincu qu'il y a eu une catastrophe biologique majeure à la fin du Crétacé. Et le moment de cette catastrophe coïncide avec l'impact d'un astéroïde. Alors je crois que c'est lui le coupable. La théorie de l'astéroïde laisse cependant de nombreux paléontologues incrédules. C'est le cas du chasseur de fossiles Bob Baker. Il y a une théorie très populaire auprès des journalistes et des géophysiciens, c'est qu'un astéroïde, le point géant de Dieu, a heurté la Terre à la fin du Crétacé. Résultat, un immense nuage de poussière a caché le soleil et provoqué des pluies acides qui ont tué tous les dinosaures. C'est stupide. Une météorite a pu heurter la Terre à l'époque où les dinosaures disparaissaient. Mais les dinosaures étaient déjà en voie d'extinction. C'est un mouvement qui était né il y a déjà 6 millions d'années. Et si la chute d'une météorite avait été suffisante pour tuer les dinosaures, elle aurait exterminé du même coup les crapauds, les tortues et les grenouilles. Rien n'est plus délicat qu'une tortue tropicale. Elle ne supporte aucun changement de température.